Madame la rectrice, monsieur le doyen, madame la doyenne élue, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, chers collègues, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, c'est avec un immense plaisir et probablement ce léger stress comparable à celui de nos étudiants avant un examen de chimie que je vous souhaite la bienvenue à cette rentrée académique 25-26 de notre faculté Jean Blou Agrobiotech. Être maître de cérémonie aujourd'hui est pour moi un honneur, vous le savez, même si entre nous j'aurais aimé un rôle qui ne comporte pas le risque de massacrer mon texte devant une salle remplie. Rassurez-vous, j'ai révisé, pas seulement les tuyaux. Bon, maître de cérémonie, ça fait très classe. Mais en fait, mon job, c'est juste de vous souhaiter la bienvenue et de vous rappeler de rallumer votre téléphone à la fin. Bref, je suis un peu le gars de la sécurité incendie, mais version académique, qui vérifie à chaque instant que personne ne dépasse son temps de parole. Celui qui meuble parfois entre deux discours et qui fait patienter. Permettez-moi cependant de profiter évidemment de cette opportunité pour dire quelques mots à nos nouveaux venus, nos chers lapins. Sachez que vous intégrez une grande famille, celle des Jean Bloutois. Ici, vous allez apprendre, grandir, parfois paniquer avant un examen, mais surtout vous allez vivre des expériences inoubliables, et pas seulement à l'âge. Des amitiés solides, des crushs parfois fragiles, des réussites incroyables, et des lendemains où vous ne vous souviendrez probablement pas comment vous êtes rentrés. Que cette année soit riche en découvertes, en succès, et pas trop d'examens oraux, hein, parce que, sérieusement, qui a inventé ce concept barbare d'examen oral ? Cet exercice qui permet, il est vrai, d'allier esprit critique lors de l'étude du cours concerné, de l'audace pour tenter d'impressionner le prof, ou pas, et résistance parfois quand l'examen apparaît comme interminable. Finalement, c'est comme un karaoké, mais avec un prof qui te regarde droit dans les yeux. Comme un striptease académique. Tu te mets à nu, tu montres tout ce que tu sais, et parfois le prof a ce petit sourire sadique qui veut dire « Désolé, ça ne suffira pas ». Du coup, pour les lapins, rendez-vous en bac 2. Enfin, avant de passer la parole à monsieur le doyen, un dernier rappel important, donc n'oubliez pas de rallumer vos téléphones intelligents après la cérémonie. On vous connaît, et puis c'est pas seulement parce que ça dérange, non. C'est aussi parce que si la sonnerie, c'est du Joule du Weshden, c'est une cote d'exclusion automatique. Je vous reviens évidemment en fin de discours pour les modalités pratiques du dénouement de cette soirée. La fin de la teuf, quoi. J'espère au moins tenter de valider mon crédit de maître de cérémonie. Je pense n'avoir rien oublié. Si. Merci Fred. Merci pour votre présence. Belle soirée à Jean Blou, à toutes et tous. Monsieur le doyen, c'est à vous. Bien, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président du Parlement de Wallonie, monsieur le bourgmestre et président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, monsieur le gouverneur, madame la rectrice, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs exécutifs et législatifs fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux et communaux, madame et messieurs les conseillers représentants d'ambassade, monsieur le premier vice-recteur, mesdames et messieurs les doyens, monsieur l'administrateur de l'ARES, mesdames et messieurs les représentants des hautes écoles, monsieur le recteur et messieurs les vice-recteurs honoraires, messieurs les doyens honoraires, monsieur le commissaire du gouvernement, madame et messieurs les membres du conseil d'administration de l'université, madame la doyenne élue, madame et messieurs les vice-doyens, chers collègues et collègues, mesdames et messieurs, en vos titres qualités, chers étudiants, chères étudiantes. Si cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2025-2026 sur le campus de Jean Blou est l'occasion de rencontres amicales et confraternelles, c'est aussi le moment de partager avec force les liens qui nous unissent, d'illustrer les dernières nouvelles de la vie jean-bloutoise et la beauté de diverses réalisations sur le campus, sans oublier la sagesse des lieux, nos vieux murs de Jean Blou. Je dois excuser messieurs les vice-recteurs Pascal Poncin et Pierre Duisings, ainsi que notre administrateur Julien Niquez. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer la mémoire des membres de notre communauté universitaire disparus au cours de l'année académique écoulée. J'ai à cœur d'évoquer ici la mémoire de M. Alfred Copin, doyen honoraire, professeur ordinaire en chimie analytique, Mme Josiane Austrade, premier agent spécialisé en chef en statistique et informatique,
Madame Sylvia d'Autremont, professeure ordinaire en hydrologie agricole. Monsieur Roger Julien, responsable logistique. Monsieur Robert Impens, professeur ordinaire en biologie végétale. Monsieur Jean van der Elst, de la Fondation Éric d'Augimont et Dominique van der Elst. Madame Claudine Goffin, technicienne en phytotechnie des régions chaudes. Nous gardons le souvenir de personnes dévouées à leur institution. À leurs familles, nous réitérons nos sincères condoléances. Je vous demande une minute de silence à leur mémoire. Merci. Mesdames, Messieurs, dans une communauté, après avoir servi de leur mieux Jean Blou Agrobiotech, les plus anciens s'en vont pour une retraite bien méritée. Cette année, 4 membres du personnel ont été admis à la retraite. Il s'agit de Mesdames et Messieurs Anne-Noël Effigné, Roger Mathieu, Benoît Jouret, Mylène Dubreux. À chacune et à chacun, nous adressons notre très sincère remerciement pour tant d'années passées au service de la faculté, pour leur dévouement et les compétences qu'ils ont mises au service de la communauté universitaire. Nous leur souhaitons une retraite épanouissante et active. Merci à toutes et tous. Je vous propose de les applaudir. De nouveaux collègues ont également rejoint notre famille jean-bloutoise. Il s'agit de Mesdames et Messieurs Anaïs Gorel en gestion des forêts et des espaces naturels, Benoît Dequesne en Biosystem Dynamics and Exchanges, Morgane Lamoureux comme responsable des relations internationales pour le campus de Jean-Blou, Marie Dupagne et Ophélie De Waal comme agents administratifs au décanat. Comme il est de tradition depuis plusieurs années, je souhaiterais laisser la parole aux étudiants, à messieurs Cyril Cohn, président de l'Association royale des étudiants de Jean-Blou, ainsi que Tom Berck de la Fédé Jean-Blou et Alach Amadou Diallo pour le Cercle international des étudiants. J'en profite pour à nouveau remercier l'AG pour l'organisation récente des 100 ans de l'association, un vrai succès avec 250 anciens membres du comité le vendredi soir et des centaines de confrères et de consoeurs, proches et descendants venus tout le week-end. Je vous laisse la parole. Madame la rectrice, Monsieur le doyen, Madame la doyenne élue, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers Jean Bloutois, chers tous, chères toutes, en vos titres et qualités. À l'heure de cette rentrée académique, il nous est donné l'opportunité de nous pencher sur 3 réalités, le passé, le présent, le futur. Le passé, tout d'abord, que nous avons célébré il y a maintenant 2 semaines, lors des 100 ans de l'AG, l'Association générale de nos étudiants. Vous avez été nombreux à nous y rejoindre. Merci. C'était, et c'est le cas de le dire, l'événement du siècle. Merci à l'aide et la collaboration de Monsieur le doyen, de Monsieur Fivet, de Madame Tanaskovic et la coordination, de Monsieur Mignon, des services Safety et Security, des services Travaux, des services des espaces verts, de l'AIGX, mais surtout des 100 dernières années qui nous ont précédés, nous léguant ce joyau de camaraderie. Merci à nos membres, à mon infatigable comité, je sais qu'il est là, et à nos équipes qui se sont données corps et âme, et grâce à qui ce fut une réussite. Le présent maintenant. Alors que les incertitudes deviennent de plus en plus certaines, nous ne pouvons que penser à nos collègues, nos camarades autour du globe, ceux que le conflit armé a privés d'un droit fondamental, celui de s'instruire, quand ce n'est pas leur propre gouvernement qui le leur interdit. Plus proche de nous, on pense à nos amis dont les nerfs ont été mis à vif par la mise en application d'un décret partial, surtout face à des études comme les nôtres, exigeantes et demandeuses de temps, ou face à des étudiants qui s'engagent, qui jonglent avec les casquettes de leur vie d'étudiants, personnels et de leur investissement pour la communauté, pour les autres,
au détriment parfois d'eux-mêmes. Enfin, le futur, pour lequel nous gardons espoir et nous battons tous les jours, pour continuer à attirer ces étudiants aspirés par de gros campus, pourtant moins personnels, contre ces a priori, ces images dépassées, pour montrer l'intérêt, dans tous les sens de ce terme, de nos études. Face à des mentalités empreintes de rapidité, auxquelles nous ne sommes pas tous capables de trouver un sens. Ces trois fondamentaux, passé, présent, futur, portent les bases de la réussite de notre Jean Blou agro, grandeur de notre faculté, mais aussi, plus discret, moins consacré, un Jean Blou biotech, bien présent et duquel il reste encore beaucoup à montrer. Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année académique, avec la nouvelle équipe des Canals, mon très cher comité, vous tous et toutes, membres de notre faculté, de notre famille. Merci. Madame la rectrice, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants. C'est un réel honneur et un véritable plaisir pour moi de me tenir devant vous ce soir en tant que président de la Fédération des étudiants de Jean Blou. Notre organisme a pour mission de coordonner la représentation étudiante sur notre campus, d'être ambassadeur de notre faculté et de nos étudiants auprès d'organismes extérieurs, mais aussi et surtout de soutenir nos étudiants durant leur passage entre nos vieux murs de Jean Blou, que ce soit pour quelques mois, le temps d'un Erasmus, ou pour plusieurs années. Pour mener à bien toutes ces missions, la communication est un outil primordial. C'est donc tout naturellement que la Fédé Jean Blou s'est donné pour objectif cette année d'optimiser cette communication, spécialement envers nos étudiants, afin de rendre la représentation étudiante plus simple et plus efficace. Tout d'abord, j'aimerais maintenant profiter de l'opportunité qui m'est donnée pour adresser quelques remerciements. Tout d'abord à mon équipe et aux nombreuses étudiantes et étudiants qui s'engagent à nos côtés chaque année dans la représentation étudiante. Votre aide nous est précieuse et sans vous, rien ne serait possible. Ensuite, à notre équipe des Canals sortantes et plus particulièrement à Madame la vice-doyenne à l'enseignement Aurore Degré pour l'incroyable collaboration qui s'est installée entre les représentants étudiants et les autorités académiques et facultaires au cours des dernières années. Nous disposons maintenant d'un socle solide pour bâtir à l'avenir avec notre doyenne élue, Madame Marie-Laure Fauconnier et son équipe. Enfin, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous et toutes, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre écoute ce soir. Merci à vous et je vous souhaite une excellente rentrée académique. Madame la rectrice, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers étudiants, étudiantes, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que vice-président du Cercle international des étudiants. Le Cercle international des étudiants, le CIE, est un espace d'accueil et de rencontre, ouvert à toutes et à tous sans distinction d'origine. C'est un organisme essentiel au sein de la faculté qui fait le lien entre les étudiants internationaux et locaux. Sa mission est de favoriser la rencontre entre étudiants et de promouvoir la diversité culturelle. Au fil du temps, le CIE a connu de beaux succès, mais également des moments de difficulté. Encore aujourd'hui, nous rencontrons une période exigeante. Cependant, nous sommes confiants et convaincus que c'est précisément dans ces moments que la solidarité et la collaboration prend tout son sens. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Nous comptons sur le soutien des étudiants de la faculté pour participer à nos activités, afin de créer encore plus de cohésion au sein de la grande famille jean-bloutoise. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du CIE dont la motivation et l'engagement rendent tout cela possible. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous soutiennent et nous encouragent. Ensemble,
Bâtissons un avenir meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée académique et une belle année universitaire. Merci. Mesdames, Messieurs, cette rentrée académique 2025-2026 est une année qui s'annonce active. Soulignons l'arrivée de 51 nouveaux masters en plus de nos propres diplômés de bachelier, menant à 350 masterants sur le campus. Avec 363 doctorants en cours, le lien entre formation et recherche ne faiblit pas. Notre rythme de plus d'un docteur diplômé à Jean Blou par semaine s'est encore poursuivi, avec 62 diplomations durant l'année écoulée, ce qui fait de notre faculté la première en importance au sein de l'ULiège. De nombreux postes à haute responsabilité sont assumés par des diplômés de notre alma mater, preuve évidente de la pertinence de la formation, s'il fallait encore en faire la promotion. Au niveau des interactions et de l'implication de Jean Blou Agrobiotech dans les réseaux internationaux, nous avons consolidé un certain nombre de nos liens. Vous voyez ici sur la carte, à un moment donné, les actions ou les projets qui sont menés dans toute une série de pays au niveau mondial. Alors en particulier avec la Chinese Academy of Agricultural Sciences, 282 doctorants chinois ont été inscrits depuis le début de l'accord et 163 ont un poste permanent dans le monde, dans des universités, des académies et des centres de recherche, preuve de l'efficacité du réseau mis en place. Aussi avec les universités partenaires sud, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en RDC, au Burundi, au Sénégal, et à Madagascar, avec de nombreux projets financés par l'ARES, les PRD, les PFS, amorce et valorisation. Alors, Jean Blou, c'est aussi une communauté active et la force de ses ressources humaines. Nouveauté, cette rentrée académique, une poursuite des rénovations des bâtiments par nos équipes techniques en interne, je les en remercie, mais aussi le début de travaux de rénovation du home et de nouveaux logements étudiants existants, une salle d'escalade en plus, la salle de fitness existante pour l'ensemble du campus de Jean Blou. Merci également à la ZAC, notre association sportive. J'en profite pour remercier les autorités institutionnelles, sans flatterie. L'intérêt principautaire envers sa faculté agronomique n'a dans le passé pas toujours été identique, nous l'aurons dit. Mesdames, Messieurs, à l'université plus qu'ailleurs, les valeurs doivent être au centre de nos préoccupations au quotidien. Écoute ta conscience, allez ton juge. Gardez en toute chose le juste milieu. Ce principe évident semble de plus en plus éloigné des situations de nos vies contemporaines. Force est de constater que le dualisme sociétal fait partie de notre quotidien et que le consensus et l'équilibre s'écartent de plus en plus du possible au vu des comportements toujours plus individuels et individualistes. Des actions du président américain depuis les dernières élections aux États-Unis, les conflits politiques en cours dans le monde, les changements globaux, y compris climatiques. Gérontocratie, pouvoir absolu de l'argent, mensonge plutôt que vérité, droiture et justice. Mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente, chantait Brassens. À force de critiquer et de détruire les structures existantes pour favoriser des extrêmes, les balises de la société sont progressivement effacées. Le respect sous toutes ses formes est toujours plus bafoué. Quelle est votre définition de l'agriculture, monsieur l'agronome? Elle est évidemment multiple à mes yeux, elle est plurielle. Mais c'est une mauvaise réponse, ce n'est plus possible. Soit vous êtes productiviste, soit agroécologiste. Betterave, steak et pommes de terre d'un côté, ou petites fleurs et véganisme de l'autre. Il faut choisir, au vu des positions dogmatiques croissantes, aussi en lien avec les métiers de l'agriculture. Alors, bio, circuit court, zéro pesticide ou ravioli tricatel, croissance ou décroissance, il faut choisir votre camp. Si je déplore cette mise en opposition récurrente, c'est néanmoins une réalité. Mais que faisons-nous à Jean Blou avec nos partenaires nationaux et internationaux depuis de nombreuses années pour faire face à ces constats alarmants vers le Thanatocène, dieu de la mort, terme déjà au-delà de l'Anthropocène qui a été attribué en 2013 à Jean-Baptiste Freusseau. À titre individuel, ne plus se déplacer en voiture pour accomplir quelques centaines de mètres sur le campus de Jean Blou,
Être des bio-ingénieurs responsables en cultivant un potager, en valorisant ses déchets organiques avec des poules, un compost. À titre collectif, faire appel à l'ingénierie et les technologies. N'en déplaise à certains, cela fait partie aussi des solutions à promouvoir pour une agriculture et un environnement plus durables. Selon Confucius, dans les entretiens, on trouve déjà la distinction entre, d'une part, ceux qui assument la vie en société et cherchent à l'améliorer, et d'autre part, ceux qui considèrent la société comme un cadre artificiel empêchant le naturel de s'exprimer. Un arbre tordu dont le menuisier ne peut faire de planche vivra de sa belle vie au bord du chemin, tandis qu'un arbre bien droit sera coupé en planches puis vendu par le bûcheron. L'inutilité est donc garante de sérénité et de longue vie. Experts et expertise. Une défiance croissante s'observe envers les approches techniques et technologiques, en les mettant en opposition avec ce qui est naturel et durable. Ces compétences deviennent synonymes d'artificiel, de dénaturé. Il est de bon ton, au nom de la naturalité, d'éradiquer la place des experts techniques, voire des ingénieurs. Il est encore plus questionnant d'imaginer que chaque individu soit expert en tout et soit capable de projeter les conséquences effectives de ses actes avec une vision spontanée pour la planète. Alors, à la place de sombrer dans le négativisme, soyons actifs et confrontons les raisonnements, les idées, les convictions respectives afin d'envisager de véritables et profonds changements collectifs et ralentir les changements anthropiques annoncés. Alors, Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique, nous mettons à l'honneur les recherches et les domaines d'expertise de professeurs de Jean Blou Agrobiotech. Le sujet de la leçon du jour, façonner des territoires d'avenir, l'eau, les sols et le temps. Elle sera assurée par la professeure Aurore Degré. Il m'est particulier de la présenter ce jour car elle termine 10 années de vice-doyen à l'enseignement, autant d'années au service de la faculté avec cœur et engagement. Cela n'a pas empêché l'essor de son expertise scientifique thématique. Diplômée ingénieur agronome en génie rural en 1999, puis docteur en environnement en 2005, elle assurera les fonctions de premier assistant en 2007 jusqu'à professeur ordinaire depuis 2021. Auteur de 90 publications dans des revues internationales peer review, la professeure Degré est engagée à l'international et a été promotrice de 20 doctorats finalisés. Je lui cède très volontiers la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers amis, quand et où l'histoire de l'hydrologie a-t-elle commencé? L'eau et le partage entre ses usagers est ancré dans l'histoire de l'humanité. Entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, dans le bassin du Nil, en Égypte et dans les rizières de Chine. On peut retrouver des traces des interventions de l'homme sur la captation et la distribution de l'eau datant de plus de 1000 ans avant notre ère. En Chine, les empereurs étaient qualifiés de bonnes ou de mauvaises dynasties selon l'entretien des réseaux hydrauliques. Les premières mesures hydrologiques sont attribuées aux Égyptiens pour la hauteur du Nil qui est illustrée ici. Ils ont aussi été les premiers à construire des barrages et à vivre des ruptures de barrages. Les Indiens ont été les premiers à mesurer la pluie 4 siècles avant notre ère. L'usage de l'eau, notamment agricole, s'est donc développé très tôt de manière empirique. Mais la compréhension du cycle hydrologique a été nettement plus lente. Thalès affirme que tout découle de l'eau. D'après lui, la terre, c'est de l'eau condensée, l'air, c'est de l'eau raréfiée. Il pensait que la terre était liquide et que les continents flottaient sur l'eau. D'après Platon, le Tartare est une masse d'eau souterraine, un lieu de moisissure où règne la nuit. Il en propose une hydrographie souterraine complexe qui sépare les lieux où finiront les âmes selon qu'elles ont ou non mené une vie conforme à la justice. L'eau est vue comme une frontière entre les mondes des vivants et des morts, entre les humains et les dieux. D'un côté, on trouve l'eau fangeuse du Styx, et de l'autre, l'eau est source de vie, élément essentiel à une nature verdoyante, et elle permet le lavage des âmes par l'oubli de leurs maux.
On retrouve donc bien l'eau comme à la fois porteuse de vie et de mort. Aristote, quant à lui, voit l'eau au sein des montagnes, qui sont comme des éponges, ce qui permet aux rivières de prendre leur source en altitude. Elles sont alimentées par le Tartare. La pluie ne lui semble pas suffisante pour alimenter les rivières, mais il la voit comme issue du refroidissement de l'air. Sénèque vit tout au début de notre ère. Sa citation célèbre nous invite à ne pas attendre la fin de l'orage, mais à danser sous la pluie. Il est à l'origine d'une des premières visions d'un cycle hydrologique, où l'eau qui s'évapore des océans est portée vers les montagnes par le vent, s'y heurte et il pleut. Il évoque une première idée d'un bilan de masse, mais pour lui, les lacs sont immobiles. Ils ne sont pas connectés aux eaux courantes des rivières et il y a de nombreux débats sur la présence des eaux souterraines. Presque son contemporain, Vitruvius, architecte romain, est à noter comme le premier à faire un lien avec le sol, que différents sols comprennent différentes quantités d'eau et que cela dépend de leur goût. Il en est resté quelque chose chez les pédologues. Entre le IIIe et le XVe siècle, c'est la vision de l'Église catholique qui domine l'Europe. Dans le livre de Job, on peut lire que Dieu attire les gouttes d'eau des mers et les répand à la surface de la terre. L'histoire et la science reprennent avec Léonard de Vinci, au XVIe siècle. Il entame un traité sur l'eau qu'il ne finira malheureusement jamais. Il y aborde les liens entre l'atmosphère, l'eau et le relief de la Terre. Il aborde même l'érosion hydrique. Il est un des premiers Européens à développer des instruments de mesure, par exemple pour estimer le débit des rivières. Il se centrera d'ailleurs sur l'hydraulique dans l'objectif de préserver les riverains du fleuve Arno contre les inondations. Au XVIIe siècle, Pierre Perrault, le père de l'hydrologie moderne, dans son livre de l'origine des fontaines, est le premier à mettre des chiffres sur les volumes de pluie, à comprendre la notion de bassin versant et à démontrer que la pluie suffit bel et bien à alimenter les rivières. Et il le démontre de manière quantitative. Par contre, bien qu'il y ait 6 fois plus d'eau précipitée que d'eau collectée à l'exutoire de la Seine, il refuse l'idée que la différence soit l'infiltration dans les sols, idée du Romain Vitruvius. Ces travaux ont été repris par Mariotte, qui va plus loin et démontre le principe de l'infiltration et les écoulements hypodermiques, donc sous la surface du sol, qui alimentent les cours d'eau après la pluie. Il développe la mesure du débit par exploration du champ des vitesses en attachant ensemble des flotteurs immergés à différentes profondeurs. Il démontre ainsi la variabilité des vitesses au sein de la section d'un cours d'eau. Halley, le même que celui qui étudiait les comètes, quant à lui, a travaillé sur l'évaporation et l'évapotranspiration, permettant de boucler le cycle en démontrant que ces flux pouvaient quantitativement soutenir les précipitations. Il est intéressant de noter que c'est une collaboration entre ces chercheurs aux horizons complémentaires qui a permis cette avancée majeure de l'hydrologie. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, des scientifiques comme Bernoulli, Poiseuille, Darcy et d'autres ont progressivement établi les équations permettant de représenter les flux hydrologiques. Green et Ampt, en 1911, ont décrit en détail l'infiltration. Richards, les flux d'eau dans les sols insaturés. Et Penman, en 1948, l'évapotranspiration. En 1922, l'Association internationale d'hydrologie est créée. Elle vient de fêter elle aussi ses 100 ans, enfin presque. Aujourd'hui, l'hydrologie quantitative s'est largement développée et nous allons l'aborder. Mais cette histoire et les données qu'elle nous a transmises restent importantes. Elles prennent des formes étonnantes, comme ici l'historique des crues de la Seine à Paris, noté sur le zouave du pont de l'Alma. Car la mesure hydrologique doit s'ancrer dans le temps long pour comprendre l'ampleur de chacun des événements et le faire à sa juste mesure. Si nous parlons d'hydrologie, si nous parlons cycle de l'eau, nous avons toutes et tous en tête des représentations idylliques de montagnes enneigées, de paysages naturels. L'eau s'évapore de l'océan, génère des pluies qui s'infiltrent ou qui ruissellent. En 2019, Benjamin Imbot et ses collègues analysent nos schémas du cycle hydrologique. Ils montrent que seuls 25% des illustrations représentent les interventions humaines dans le cycle. Pourtant,
50% du débit global des rivières a été altéré d'une manière ou d'une autre par l'homme. En comparant les représentations par date, il montre même que les interventions humaines sont moins présentes dans les graphes les plus récents. L'eau verte, celle qui est présente dans les sols et dans la végétation, n'est illustrée que dans 3% des schémas. Et seuls 2% des diagrammes abordent le changement climatique ou la pollution de l'eau grise et l'eau noire. Dans 95% des cas, il n'y a qu'un seul bassin versant qui est représenté. Et pourtant, les humains modifient les usages des sols, prélèvent de l'eau dans les déversoirs, parfois non renouvelables, induisent des rejets d'eau pollués et bien sûr, les activités humaines sont à l'origine du réchauffement global qui modifie notre climat. Nous y reviendrons. Ces auteurs suggèrent que les défauts des diagrammes de l'eau reflètent et renforcent l'incompréhension de l'hydrologie mondiale par le public, certains décideurs politiques et même certains chercheurs. Ils plaident pour des représentations correctes du cycle de l'eau. Elles ne résoudront pas la crise mondiale de l'eau, mais la reconsidération de ce symbole est une étape importante vers une gouvernance équitable, à un développement soutenable et une pensée planétaire à l'ère de l'Anthropocène. Ils plaident pour des représentations à la fois esthétiques, car elles se diffuseront mieux, mais aussi beaucoup plus complètes des cycles de l'eau, car il est des flux dont on parle moins. Ainsi, permettez-moi de mettre l'emphase sur l'eau verte. L'eau verte, donc, c'est l'eau contenue dans le sol et la biomasse. Elle est évaporée ou absorbée et évapotranspirée par les plantes, et elle retourne directement à l'atmosphère. Dans nos régions océaniques, elle représente déjà 40% des précipitations, comme l'illustre cette carte. En Mongolie ou au cœur de l'Afrique, elle représente 100% des pluies. Les pluies dans ces régions sont donc dépendantes de l'évapotranspiration qui s'est produite ailleurs sur la planète depuis les terres émergées. Cette seconde carte montre d'où vient l'eau des précipitations. Elle représente les flux atmosphériques, ces rivières volantes qui connectent les pays au-delà des frontières topographiques et des bassins versants. Cela illustre l'importance de la solidarité mondiale nécessaire pour la gestion de l'eau, qui est un bien commun. Le cycle de l'eau, et singulièrement le cycle de l'eau verte, ne peut se concevoir sans les sols. Le sol, fine couche épiderme de notre planète, sert d'interface entre l'eau atmosphérique et la lithosphère minérale. Il assure la régulation des flux hydriques, la filtration des éléments dissous, ainsi que le stockage et la redistribution des nutriments indispensables aux écosystèmes terrestres. Cette carte illustre la diversité des sols, qui chacun à leur manière témoignent de leur histoire. Ainsi, prenons l'exemple des rétisols. Vous le voyez, ils se trouvent en Europe du Nord et aussi en Amérique. Leur nom vient du latin rete, qui veut dire filet. Ils se caractérisent par des entrelacements de matériaux pédologiques blanchis qui s'entremêlent dans un horizon d'illuviation. Chez nous, on peut les trouver dans la forêt de Soignes, où cette fosse pédologique a été creusée. Ce sont des sols limoneux qui gardent une trace de l'époque périglaciaire. Pendant cette période, un fragipan, c'est-à-dire une couche compactée, s'est formée au niveau de l'horizon inférieur où de l'argile s'est accumulée, entraînée par l'eau. Les cycles gel-dégel ont généré des volumes fortement compactés qui gardent leur couleur orange et des fentes, appelées des glosses, sont apparues. L'eau ne peut se déplacer que dans ces glosses, ce qui induit le départ du fer et explique la décoloration du sol. On a donc ici un sol qui est témoin de l'histoire géologique, mais aussi de notre climat. Mais des sols tels que celui-là, épargnés de toute action humaine, sont rares. Ici, en Chine et en Espagne, on retrouve des anthrosols, totalement façonnés par l'homme pour la culture du riz. En plus de façonner les terrasses à flanc de montagne, les hommes et les femmes qui les cultivent ont tassé fortement le sol en profondeur pour le rendre imperméable. Dans la province du Yunnan, où règne un climat tropical de montagne, ces versants en particulier ont été aménagés par l'homme pour bénéficier de l'eau des brumes captée au sommet des montagnes par la forêt et qui s'infiltre dans les sols.
l'usage agricole transforme les sols. Plus près de chez nous, en Belgique, notre collègue Jeroen Mersmans a quantifié l'évolution récente des stocks de carbone organique dans les sols agricoles entre 1960 et 2006. Les prairies d'Ardennes, sous un climat humide, ont agi comme des puits de carbone. En revanche, les zones de culture, quel que soit le contexte climatique, ont perdu de la matière organique. Je me permets d'attirer votre attention sur le signal particulièrement négatif de perte de carbone dans les plaines alluviales de Campine. C'est lié au dessèchement de ces zones et nous en reparlerons dans la suite de cette leçon. Lorsque les taux de matière organique tombent sous le seuil de 1%, la stabilité structurale des sols est menacée. Ils deviennent particulièrement sensibles au risque de compaction. Or, ces sols fragilisés sont soumis au passage des machines agricoles. Sur les 60 dernières années, la masse des engins agricoles a fortement augmenté. Elle s'approche aujourd'hui de la masse des plus grands sauropodes ayant vécu sur notre planète. Il est maintenant prouvé que ces animaux suivaient une procédure de préservation des sols, en passant toujours sur les mêmes chemins. Leur long cou leur permettait de s'alimenter dans les zones préservées. Les machines agricoles, elles passent partout. La compaction du sol et du sous-sol ralentit les croissances racinaires, diminue l'infiltration et le stockage de l'eau et contribue à perturber le cycle hydrologique. Ainsi, les activités liées à l'utilisation des terres ont transformé une très grande partie de la surface terrestre de la planète. En défrichant les forêts tropicales, en pratiquant l'agriculture de subsistance, en intensifiant la production agricole ou en étendant les centres urbains, les activités humaines modifient les paysages mondiaux de manière majeure. Bien que les pratiques d'utilisation des terres varient considérablement à travers le monde, le résultat final est généralement le même: l'acquisition de ressources naturelles pour les besoins immédiats de l'homme, avec comme conséquence la dégradation des conditions environnementales. Si dans un premier temps la localisation des villes a été gouvernée par l'accès à l'eau de surface ou à l'eau souterraine, leur développement s'est fortement accéléré quand les techniques de pompage ou d'adduction d'eau se sont répandues. Les principales grandes villes, à l'échelle planétaire, déplacent quotidiennement 504 milliards de litres sur 27 000 kilomètres. Grâce à cela, on ne s'établit plus à proximité de l'eau, mais on la fait venir près de chez soi pour un usage domestique. L'histoire des rivières urbaines est liée au développement des réseaux d'adduction, mais aussi à celle des égouts, construits, souvent en voûtant les rivières, pour évacuer l'eau souillée et lutter contre les épidémies. Les rivières ont également fourni la défense des places fortes et l'énergie des industries. Illustration de la vision de l'époque, la coévolution des systèmes humains et hydriques est relatée jusqu'au XXe siècle dans la littérature avec des narratifs de rivières mortes ou de rivières conquises. Petites ou grandes, les villes et leurs rivières ont une histoire commune. Et c'est vrai aussi dans le village gaulois que nous connaissons tous. Mais revenons aux mégacités, qui sont appelées à concentrer une part de plus en plus importante de la population. L'imperméabilisation et la construction dans le lit des rivières a rendu les villages et les villes vulnérables aux inondations. L'eau de pluie considérée indésirable est évacuée au plus vite vers l'aval. Mais elle devrait s'infiltrer et recharger les nappes. Non, on l'envoie au plus vite dans les eaux de surface et c'est une perturbation du cycle. Minérales et pauvres en végétation, nos villes surchauffent car elles se privent de l'eau verte et de la fraîcheur de l'évapotranspiration. Pour développer ces villes et les alimenter en eau, l'homme a tenté de dominer les rivières. Sur le Nil, le Mékong, le Jourdain, avec de grands barrages emblématiques, mais aussi avec de très nombreux petits barrages à vocation agricole ou piscicole, très peu maîtrisés, difficiles à détecter et à cartographier. En Europe, il est maintenant établi que l'effet de ces milliers de micro-barrages est finalement largement dominant. Et les barrages sur les rivières sont loin d'être les seules interventions hydrologiques sur le paysage. Dans les implantations de palmiers à huile, dans les tourbières, dans les marais de Mésopotamie ou à Mexico City, des opérations de nivellement, de drainage artificiel, d'exploitation des matériaux ont profondément marqué le fonctionnement hydrologique du paysage.
La rectification des cours d'eau empêche leur méandration naturelle et l'humidification des milieux riverains, et cela altère les écosystèmes. Cela accélère la réponse hydrologique et augmente encore le risque d'inondation. Encore ici aux Pays-Bas, des milliers de fossés et d'infrastructures de petites hydrauliques dévient l'eau. Ces paysages anthropisés témoignent encore de la coévolution des systèmes humains et hydriques. Les effets de ces constructions paysagères se veulent bien sûr positifs. Ils visent une augmentation de la production, mais ils contribuent à nouveau à accélérer le cycle hydrologique par le drainage artificiel, la suppression des barrières naturelles et la simplification des parcellaires. Toutes les interventions humaines que nous venons d'aborder vont dans le même sens. Elles empêchent l'infiltration profonde, dévient la pluie vers les eaux de surface des rivières, les fleuves, elles limitent l'évaporation et l'évapotranspiration. La manière dont nous usons aujourd'hui de nos territoires accélère et modifie le cycle hydrologique. Et ce n'est pas tout. Dans un monde qui se réchauffe, l'atmosphère peut contenir davantage de vapeur d'eau, 7% de plus par degré de température supplémentaire. Le réchauffement des terres, plus rapide que celui des océans, se couple à l'augmentation des concentrations de CO2 pour activer la végétation. Si de l'eau est disponible dans les sols, l'évapotranspiration peut fortement augmenter dans les zones végétalisées. Une atmosphère plus humide va induire des pluies plus intenses. Une atmosphère plus polluée va elle aussi induire des pluies plus intenses. Mais cela ne s'arrête pas là. Différents ajustements thermodynamiques immédiats ou plus lents seront à l'œuvre. La probabilité d'événements extrêmes localisés au sein de blocages atmosphériques longs augmente. Ce sont les événements de la Vesdre en 2021 ou de Valence en 2024. En Europe de l'Ouest en particulier, et même si les quantités totales de précipitations ne sont pas appelées à évoluer fortement sur base annuelle, la saisonnalité des pluies va se marquer. Une forte augmentation entre octobre et mars, une forte diminution entre avril et septembre. Et c'est ainsi que ce qui, aujourd'hui encore, dans les statistiques hydrologiques, semble relever d'un événement très exceptionnel, voit sa probabilité d'occurrence augmenter fortement. Pour citer Gumbel, le père de l'analyse statistique des extrêmes, il est impossible que l'improbable n'arrive jamais. Tout récemment, plusieurs équipes de Jean Blou Agrobiotech et de l'Université de Liège ont contribué avec l'ICED à une vaste étude commandée par l'Agence wallonne de l'air et du climat visant à cartographier les vulnérabilités en Wallonie. 6 modèles climatiques globaux ont alimenté le modèle régional MAR, qui a fourni des scénarios climatiques variés pour représenter des mondes à +2, +3 et +4 degrés. Je vous invite à garder en tête que nous sommes actuellement un peu en avance, une dizaine d'années, sur la trajectoire du +3 degrés. Notre équipe s'est attachée à cartographier des indicateurs hydrologiques dans ces 3 contextes. La production de ruissellement tout d'abord. En comparaison avec les quantités de référence présentées en millimètres par an dans la carte supérieure, les cartes inférieures montrent l'évolution en pourcents pour des mondes à +2, +3 et +4 degrés. La présence de la couleur rouge indiquerait une diminution du ruissellement, mais elle est absente des cartes. Au contraire, on voit que partout dans notre région, le ruissellement augmente. Il peut aller jusque doubler dans les zones les plus foncées. En matière de sécheresse édaphique ou sécheresse agricole, nous avons combiné la sévérité de l'assèchement et la durée des sécheresses. L'état actuel de l'indicateur est dans la carte supérieure. Les évolutions à +2, +3 et +4 degrés sont en dessous. Dans tous les cas, les sécheresses s'aggravent en moyenne, menaçant nos espaces naturels, nos cultures, celles et ceux qui en vivent, ouvrant aussi à un risque majeur d'incendie. Et tout cela sans exclure des épisodes de pluie intense particulièrement agressifs pour les sols. Ainsi, l'érosivité des pluies, la force qu'elles ont à dissiper au moment de leur impact sur le sol, augmentera elle aussi fortement. Cela générera de l'érosion, des coulées boueuses, l'envasement des rivières et des voies de communication fluviale. Enfin, et pour finir ce tour d'horizon de notre vulnérabilité hydrologique au changement climatique, la qualité de l'eau est elle aussi menacée. Le nitrate est pris ici en exemple, mais toute molécule transportée par l'eau serait impactée de la même manière.
pesticides, métabolites, PFAS. L'accélération du cycle produit un effet de chasse dans le sol et le sous-sol et mobilise des éléments accumulés en augmentant leur transfert vers les nappes. En reconstituant les stocks d'eau verte dans les sols depuis des temps pré-industriels, des auteurs ont établi que le pourcentage des surfaces concernées par des extrêmes secs et des extrêmes humides tend à augmenter fortement. C'est sur base de ces données qu'il a été établi en 2023 par l'Institut de Stockholm que la limite planétaire de l'eau verte a été dépassée il y a environ un siècle. C'était le cas également pour l'eau bleue, pour laquelle les chercheurs ont reconstitué les débits des rivières et tiré le même constat. La variabilité du cycle de l'eau augmente et elle a dépassé de plus de 10% celle qui était présente pendant l'ère pré-industrielle. Nous ne savons pas où se trouve le point de bascule. En 2008 déjà, Milly et ses collègues avaient titré « Stationarity is dead ». L'hypothèse de stationnarité du cycle hydrologique n'est plus. Mais peut-être penserez-vous que ce sont des modèles, qu'ils peuvent se tromper et qu'après tout, il a toujours fait chaud l'été, que le changement climatique est la plus grande arnaque perpétrée dans le monde. Alors regardons ensemble des mesures, des observations issues des données grasses de la NASA. Elles viennent de paraître. Elles observent depuis 22 ans les masses d'eau sur la planète. Elles montrent les régions qui présentent une tendance à long terme à l'humidification, ici en bleu, et celles qui présentent une tendance de long terme à l'assèchement, en rouge. Les zones qui présentent des tendances de fond au cours de ces 22 ans sont à 62% des zones en assèchement. Les zones qui s'humidifient, quant à elles, sont surtout dominées par des variations annuelles et non des variations de long terme. L'assèchement des continents est devenu depuis 2015 la cause principale de l'élévation du niveau des mers, dépassant l'effet de la fonte des calottes glaciaires. On le voit, et je veux croire que nous en sommes tous ici conscients, sous l'effet de l'usage des territoires et du changement climatique, nous nous mettons en danger. Les défis liés à l'intensification du cycle hydrologique sont nombreux. Lors des inondations de 2021 en Allemagne et en Belgique, 200 personnes sont mortes. Le Parlement européen chiffre les dommages engendrés dans ces deux pays à 44 milliards d'euros. Et à l'avenir, ces pluies pourraient revenir tous les 20 à 50 ans. L'érosion de nos sols dépasse largement aujourd'hui les taux naturels de pédogenèse, les taux de formation des sols. Elle génère de nombreuses inondations locales, dont les dégâts se chiffrent en centaines de milliers d'euros chaque année. Demain, sous des pluies 30 à 50% plus érosives, les dommages portés au sol pourraient menacer notre système alimentaire. Les choix que nous posons dans l'utilisation de notre territoire sont déterminants. Des cultures comme la pomme de terre génèrent certes un revenu immédiat intéressant pour les agriculteurs, mais les coûts en termes d'externalités environnementales qui sont portés par la société dans son ensemble sont négligés. Et cela alors que la plus grande part de la production est exportée. Car les sols, les territoires et l'eau sont en lien systémique avec notre production agricole. Les excès d'eau comme les sécheresses menacent son équilibre. Les sols, l'eau et les territoires sont en lien systémique avec la biodiversité. Le syndrome de la ligne de base mobile conduit chaque génération à accepter comme normales des conditions environnementales qui se dégradent progressivement. La normalité rampante rend les changements graduels invisibles jusqu'à ce qu'ils s'accumulent et débouchent sur une crise. La biodiversité, c'est la frontière planétaire la plus fortement dépassée. Les sols, l'eau et le territoire sont en lien systémique avec les humains qui les habitent. Une simplification de plus en plus rapide et extrême du paysage érode les liens entre l'homme et la nature, les relations sociales et le sentiment d'autonomie des habitants. Il est démontré que cela peut aller jusqu'à une détérioration grave des valeurs relationnelles dans les cas extrêmes. Mais il est temps de parler des solutions. La crise de l'eau alimente depuis des décennies les grandes conférences internationales. Différentes stratégies ont émaillé ces rapports et ces discours. D'abord,
autour de la croissance économique pure, une théorie qui semble quand même dépassée, mais qui revient en force. Ensuite, la théorie de la croissance verte, qui vise à soutenir la croissance économique tout en protégeant la nature dont dépend notre bien-être. Et enfin, une version plus récente, au-delà de la croissance, qui signifie penser nos limites planétaires et sociales ensemble et décider de manière plus inclusive, locale et juste comment construire un avenir durable. Et si on peut se réjouir de voir ici doucement progresser l'accès à l'eau, il faut se rappeler que cet accès ne veut pas dire avoir un robinet chez soi, mais simplement pouvoir trouver de l'eau potable en moins de 30 minutes de marche. Et pourtant, l'objectif du développement durable numéro 6 des Nations Unies vise à garantir en 2030 l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Aucun objectif du développement durable ne mentionne le sol, mais il doit être pris en compte. La gestion des sols et de l'eau sont intimement liées pour la réalisation de cet objectif. Il est nécessaire de travailler à deux échelles, la santé des sols à la parcelle et la santé des paysages. La santé des sols reflète leur capacité à fournir des services écosystémiques à un endroit précis en tenant compte du climat local et de leur diversité. Et les sols sont également un élément important d'un paysage sain et durable. L'eau, quant à elle, connecte l'échelle du sol et l'échelle du paysage. Les solutions fondées sur la nature, tant au niveau de la santé des sols qu'à l'échelle du paysage, peuvent contribuer à un développement durable à l'avenir. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une bonne gouvernance, d'une acceptation sociale et d'une viabilité économique. Concrètement, sur le terrain, il est besoin de solutions immédiatement efficaces qui permettent la fourniture des services indispensables, comme notre système alimentaire, et permettent une rémunération juste des agriculteurs. Des solutions qui protègent les biens et les personnes, comme des zones d'immersion temporaire, des zones d'expansion de crues, empêchent l'inondation, certes, mais elles ne restaurent pas les flux d'infiltration et d'évaporation. Donc, on ne saurait s'en contenter, car elles ne résolvent pas les perturbations du cycle hydrologique que nous avons présentées. C'est pourquoi il faut partager nos énergies entre d'une part des stratégies d'adaptation et d'autre part des stratégies de restauration, de rééquilibrage, de régénération. Les premières sont souvent plus simples à mettre en œuvre. Elles mobilisent seulement quelques acteurs. Les autres sont de réels défis pour nos sociétés. Elles nécessitent dialogue, concertation, écoute et temps. Mais elles ouvrent des perspectives de réel impact structurel pour nos milieux de vie et par conséquent pour un bien-être partagé. Ce schéma, il est inspiré de l'échelle de la permanence proposée par Percival Yeomans, agriculteur australien qui a jeté les bases de la gestion des paysages pour un usage optimal de l'eau en développant le principe des keylines. Parcourons ensemble quelques-unes de ces solutions. Parmi les logiques d'adaptation pour l'agriculture, l'irrigation est aujourd'hui en pleine expansion. Mais au cours des 25 dernières années, 52% des nouvelles zones irriguées ont été développées dans des régions déjà en stress hydrique, c'est-à-dire où les disponibilités en eau verte et bleue sont insuffisantes pour couvrir les besoins d'irrigation. Ces développements sont donc non soutenables. Ils tentent de résoudre un besoin immédiat, mais renforcent la dégradation du cycle hydrologique. L'irrigation est-elle pour autant une approche à rejeter ? Non. Un des métiers d'un bio-ingénieur, c'est justement de développer des solutions de terrain fonctionnelles et soutenables. D'une part, ils peuvent visibiliser les flux d'eau nécessaires pour les productions, notamment celles que nous importons, avec la notion d'eau virtuelle. D'autre part, en travaillant aux côtés des exploitants pour apporter de justes quantités selon les besoins des plantes et les conditions locales, et notamment les caractéristiques des sols. Notre équipe contribue ainsi au développement d'outils de modélisation simples et accessibles aux agriculteurs tant au sud qu'au nord. Il est déjà possible de régionaliser les conseils, de les faire parvenir à des groupes d'agriculteurs, et c'est un premier pas vers l'agriculture de précision. En mobilisant des images aériennes ou des capteurs low cost, les stratégies d'irrigation peuvent s'individualiser et s'adapter finement aux caractéristiques et aux pratiques locales, amenant une économie substantielle d'eau, comme ici dans les exploitations maraîchères du Grand-Duché du Luxembourg.
Pour dépasser les logiques d'adaptation et cheminer vers la restauration des services rendus par les sols, la compréhension fine de leur fonctionnement est indispensable. La structure du sol, c'est-à-dire son organisation dans l'espace, c'est la clé de la régulation hydrique. Elle s'observe et se mesure à des échelles spatiales différentes et elle évolue dans le temps sous l'effet de différents processus. Comprendre la dynamique de la structure des sols est un des volets de recherche de notre groupe, notamment en lien avec les expériences structurantes de Terra et de la CARE Agriculture is Life, où des trames de capteurs ont été déployées. Par nos observations de long terme dans différents bassins versants agricoles, ici le plus ancien à Chastres, nous avons démontré qu'un même sol peut infiltrer à une vitesse allant de 4 à 75 mm par heure, en fonction de son état de surface, de sa rugosité, de sa couverture végétale et donc de la manière dont il est géré. Et croyez-moi, une telle différence est de nature à jouer un rôle clé dans la régulation hydrologique. Nous avons aussi mesuré et modélisé comment des pratiques agricoles ou des barrières interparcellaires peuvent empêcher ou ralentir l'érosion des sols. Le projet Ricarbone étudie les processus de stockage du carbone, notamment dans les plaines alluviales de Campine dont nous parlions au début de l'exposé. Ces zones, qui ont le plus souffert de la perte de carbone, ont un potentiel de stockage important, particulièrement quand la reméandration des cours d'eau permet une réhumidification du milieu. Après avoir régénéré les sols à l'échelle locale, passons au paysage. Le défi est de taille, car il impose une concertation territoriale impliquant de nombreux acteurs, les agriculteurs, propriétaires ou exploitants, les gestionnaires ruraux, forestiers, les habitants, les responsables locaux, les gestionnaires des rivières au niveau communal, provincial, régional. Car c'est ça un territoire, c'est à la fois le lieu dans toutes ses dimensions et les hommes et les femmes qui l'habitent. Et les silos territoriaux sont nombreux, alors que l'aménagement du territoire est un catalyseur de changement. Un réseau écologique régional peut contribuer à réguler le ruissellement. Un pacte ville-campagne à l'échelle des bassins versants permet une gestion hydrologique intégrée en préservant les sols perméables et un système alimentaire local. Certains aménagements historiques du paysage, comme les canaux d'abissage, après être tombés dans l'oubli sous l'ère de la productivité, peuvent reprendre du service. Ils servaient autrefois à réchauffer les prairies d'Ardennes au sortir de l'hiver. Ils sont aujourd'hui reconnus comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au Québec, des aménagements similaires étaient anciennement utilisés pour le flottage du bois. Notre groupe développe aujourd'hui un projet conjoint avec le Québec pour étudier comment ces éléments d'ingénierie adaptés au contexte local ont façonné le paysage et peuvent aujourd'hui contribuer à notre résilience hydrologique en restaurant et en ralentissant le cycle hydrologique. Mais il n'y a pas que les solutions du passé. Dans le cadre d'un projet piloté par la DAFOR, l'aménagement foncier rural, nous avons pu synthétiser les outils tant techniques que politiques nécessaires pour créer des paysages plus fonctionnels hydrologiquement et pour protéger les sols. Ce travail a aussi inclus le redessin complet d'une zone de remembrement dans la région de Péruwé. Nous y avons notamment mobilisé le principe des keylines, mais dans une vision multifonctionnelle. Nous avons pris en compte des groupes de travail locaux, incluant des agriculteurs, pour passer d'un schéma théorique à une planification pratiquement acceptable pour eux en 2025. Nous avons pu modéliser l'efficacité de ces aménagements. Couplé à la création de dispositifs d'hydraulique douce, l'aménagement foncier amiable permet de développer la résilience hydrologique du territoire tout en respectant les contraintes agricoles. La connectivité hydrologique est réduite, de l'espace est redonné pour l'eau, avec des zones réensauvagées, et de l'espace est redonné à la biodiversité. À ce jour, ce ne sont encore que des cartes, car réinventer le territoire, cela concerne, comme je l'ai dit, une très grande diversité d'acteurs. Mais nous avons besoin de territoires pilotes, d'applications concrètes, et cela dans différents contextes. À Herve, en amont du bassin versant de la Vesdre, une zone de 2 km² s'est engagée dans cette démarche. Elle veut se transformer en territoire d'innovation hydrologique, dans le cadre du projet MODREC. En analysant le passé de cette zone, l'évolution du parcellaire,
la création des infrastructures de mobilité, l'urbanisation, on peut comprendre ce qui a fait la situation actuelle. En analysant ces caractéristiques physiques de sol, de relief, d'usage, on peut réfléchir à ces futurs possibles. L'article de synthèse qui est illustré ici souligne à quel point les sols sont des alliés précieux pour établir des plans d'action réalistes et efficaces à l'échelle du paysage. Des actions peuvent être prises dans les terres agricoles, mais aussi dans les zones naturelles et dans les zones urbaines. Je vous illustre ici un travail de réflexion sur un lotissement bâti à la fin des années 90, où quelques interventions simples peuvent considérablement contribuer à réparer le cycle hydrologique. Désormais, un premier schéma d'aménagement existe. La co-construction commence, avec comme objectif de renforcer la science en mesurant le fonctionnement de ce dispositif, mais aussi de faire école, de remettre l'hydrologie au cœur de notre manière d'habiter les paysages, de remettre l'eau au cœur de nos préoccupations. L'eau douce, précieuse, mais rare et indispensable. Mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, et nous devons réinventer notre région, réenchanter nos territoires. Et il y a différents exemples tout proches de nous qui peuvent nous inspirer. Alors, et si, pourquoi pas, en 2030, la Wallonie décidait, comme le Danemark l'a fait, de laisser 15% de son territoire agricole à la nature, de l'espace pour les rivières et pour la biodiversité. Et si, pourquoi pas, en 2030, la Suisse l'a fait, la Wallonie décidait de protéger envers et contre tout les sols profonds, porteurs de services écosystémiques. Et si, pourquoi pas, en 2030, la Wallonie décidait, comme les Pays-Bas, d'organiser des compétitions de désimperméabilisation entre ces communes. Et si, pourquoi pas, en 2030, la Wallonie se posait comme la région de la Drôme en France, en région pionnière du Saint-Biocène, créatrice d'un futur concret et souhaitable. Ces quelques exemples montrent des voies possibles pour réparer nos territoires et régénérer les cycles de l'eau. Depuis 2023, la plateforme Wasabi illustre sur notre campus tous les services que la nature peut rendre en ville. Soutenue par l'université et la SPGE pour son implantation et la mise en place d'un monitoring, le Jardin de Pluie est un site pilote du projet FEDER Water Smart Cities. Dans ce projet, nous développons un outil de dimensionnement hydrologique des infrastructures vertes en ville qui permet en plus de quantifier leurs services écosystémiques. Il joue pleinement son rôle de ralentissement et de restauration du cycle hydrologique. Lorsque la tempête Kirk a touché la Belgique le 9 octobre 2024, il a stocké puis infiltré 216 mètres cubes, soit la totalité du ruissellement produit en amont. Notre jardin de pluie est un lieu de vie, de biodiversité, un lieu agréable à vivre, c'est aussi un lieu d'infiltration, d'évaporation et donc de fraîcheur, un lieu de restauration des petits cycles de l'eau verte. Au-delà des services écosystémiques de régulation, faut-il rappeler aux ingénieurs qui ne sont pas poètes que les sols et des paysages en belle santé peuvent soutenir de très nombreuses filières économiques locales rémunératrices. Par la production de petits fruits qui peuvent être transformés, comme ici en kombucha développé au Smart Gastronomy Lab de la faculté, par la diversification des cultures céréalières pour augmenter notre autonomie alimentaire locale, mais aussi pour la production de biomasse ou de fibres. Le Bureau fédéral du plan estime que sur la trajectoire d'un monde à plus 3 degrés, trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui, l'inaction entraînerait une perte de 5% du PIB en 2050. Cela aussi devrait nous pousser toutes et tous à privilégier des paysages d'avenir diversifiés, hydrologiquement et socialement plus équilibrés. Créons des expériences anticipatrices, des territoires laboratoires pour démontrer qu'une vision transformatrice est possible. Ouvrons les futurs pour libérer le présent. Les diplômés de Jean Blou, bio-ingénieurs, architectes paysagistes, écologues, concepteurs de nouveaux aliments, sont des hommes et des femmes formés pour relever ces défis et contribuer à façonner des territoires d'avenir. Chers collègues, chers amis, au moment de clôturer cet exposé,
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué. J'ai la chance d'avoir des collègues extraordinaires, de côtoyer des activistes de l'hydrologie inspirants, d'avoir appris de mentors engagés, de transmettre à des étudiants motivés et d'avoir des familles géniales, familles de sang, familles choisies et des médecins compétents. Merci à tous. Tu ne m'auras pas laissé l'occasion de se faire une bise, mais je la ferai après. Bien, mesdames et messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, en octobre 1988, un terrible accident coûtait la vie à 2 étudiants de Jean Bleu Agrobiotech, Éric Daugimont et Dominique Van der Elst, pendant qu'ils se dévouaient au sein de la communauté estudiantine. Les familles et la faculté perpétuent le souvenir de ces 2 personnalités en primant des étudiants dont le comportement met en exergue des valeurs d'humanisme, de solidarité et d'implication sociale qui sont au cœur des valeurs de notre institution. Nous parlons régulièrement de la notion de famille jeanbloutoise. Cette initiative en est l'une des illustrations. En effet, la coopération et l'altruisme, le fait de se rendre disponible pour les autres sans rechercher d'avantages individuels, cela crée finalement un bénéfice réciproque. Faire le bien pour le bien lui-même. C'est en phase avec l'évolution biologique, les phénomènes d'interaction et de dépendance mutuelle. À l'université et dans la communauté estudiantine en particulier, c'est l'intégration de la notion de service que chacun peut rendre à l'autre qui correspond à la solidarité et qui crée la fonctionnalité de cette communauté. Je profite de l'occasion pour vous adresser un appel aux dons pour consolider la fondation et perpétuer le souvenir de nos 2 étudiants. Merci d'avance pour votre générosité. J'invite les familles d'Éric Daugimont et de Dominique Van der Elst à me rejoindre sur la chaire pour remettre avec moi les différents prix. Un premier prix de 1 500 € est attribué à Madame Marine Autain-Nélis, étudiante du master bio-ingénieur en sciences agronomiques, pour son stage réalisé au Bénin portant sur la recherche de solutions agroécologiques dans la gestion de ravageurs du bananier plantain dans le sud-ouest du Bénin. Madame Autain-Nélis a travaillé en direct avec les producteurs locaux et s'est impliquée dans les activités de l'association Avenir Vert Solidaire, qui installe et entretient des systèmes d'aquaponie dans plusieurs orphelinats du sud Bénin. J'invite Madame Autain-Nélis à monter sur la chaire. Merci beaucoup. L'eau est de rigueur pourtant aujourd'hui. Trois autres prix de 300 € chacun récompensent des étudiants particulièrement actifs dans l'aide à d'autres étudiants de la faculté. Cette année, le comité a tenu à récompenser Madame Bintou Traoré, doctorante originaire de la Côte d'Ivoire, pour son grand dévouement au sein du Cercle international des étudiants de la faculté. Également, M. Patient Inyibizi Kakuru, doctorant originaire de la République démocratique du Congo, pour les différents services rendus aux résidents et au personnel de la Maison Nord-Sud. Et enfin, M. Mathias Makels, étudiant bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels, pour la réalisation d'un projet de cohésion sociale visant à soutenir la qualité de vie collective des étudiants
du module tropical et de favoriser les rencontres interculturelles avec les étudiants de l'ERAIFT, donc de l'École régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux en RDC. Merci à ces 3 personnes méritantes de nous rejoindre sur la chaire pour recevoir leur prix. Madame Traoré doit encore arriver. Varie, c'est ça? Oui. Mais Elle devrait, mais... S'il n'est pas là. S'il n'est pas là. Enfin, la Fondation Éric Daugimon et Dominique Van der Elst délivre tous les 5 ans un prix spécial récompensant un ancien lauréat dont les activités ont eu la meilleure mise en application. Ce prix spécial permet également de célébrer la pérennité des valeurs d'entraide et de générosité promues par la Fondation. Le prix spécial 2025 est attribué à Madame Sarah Wertz, diplômée bio-ingénieure en gestion des forêts et des espaces naturels. Lors de la remise de son prix en 2019, Madame Wertz avait exprimé une promesse: mettre à profit les connaissances et compétences acquises durant ces années d'études pour aider les moins chanceux. La liste de ces engagements humanitaires est en effet longue: responsable au sein de l'Association internationale des étudiants forestiers, responsable de la cartographie et la FAO au département urgence et résilience, bénévole au sein de différentes associations humanitaires à Bruxelles, la Croix-Rouge, Bruxelles Refugees, l'Armée du Salut, et en 2024, également lors d'une mission à Bukavu, elle a poursuivi son engagement humanitaire. Madame Wertz sera prochainement invitée à réaliser à la faculté une présentation de son parcours et de ses réalisations. Vous serez tenu au courant de la date de cet événement. En attendant, je l'invite à nous rejoindre pour recevoir son prix, ainsi qu'un petit cadeau souvenir de la part de la Fondation. Jamais trop tard. Merci, félicitations à toutes et toutes. Et donc, au nom du comité de sélection, je remercie tous les candidats ayant déposé leur candidature pour ces prix. Et donc, le jury félicite nos étudiants pour leur dynamisme, leur créativité et leur générosité. À travers leur action, ils perpétuent l'esprit d'Éric et Dominique. Alors tout d'abord, si j'ai pu consacrer tout ce temps à la famille jean-bloutoise, c'est aussi grâce à la compréhension et la patience de mon noyau familial ouarémien, de mes enfants, mais surtout de mon épouse Anne-Françoise, durant ces 8 dernières années, mais bien plus depuis 25 ans de mariage. Elle est présente ce jour, que tu sois ici publiquement remerciée à sa juste valeur.
Alors, la faculté de Jean Blous est un savant mélange de tradition et d'innovation. En tant que doyen, j'ai eu le plaisir de représenter l'image de ce village gaulois pour défendre notre identité et notre valeur et le fédérer, mais aussi de contribuer à de multiples initiatives pour le bien de la communauté jean-bloutoise. Merci à mes vice-doyens, les professeurs Franck Delving puis Philippe Jacques à la recherche et à Aurore Degré à l'enseignement depuis le début. Il est... Je précise que l'image est publique et que c'est l'auteur elle-même qui l'a mis à disposition. Il est temps d'innover un nouveau visage pour représenter notre faculté. Je vais donc dans un instant demander à notre nouvelle doyenne, la professeure Marie-Laure Fauconnier, de me rejoindre pour d'abord lui remettre deux choses. Le T-shirt de l'administration et du décanat pour les prochains Factrophies, ainsi qu'une représentation de Confucius, dont l'application des préceptes peut être utile dans cette fonction décanale. Et aussi pour lui souhaiter le meilleur, ainsi qu'à son équipe pour notre faculté. Madame la doyenne, à vous la direction du navire Jean Bloutois. Voilà. Je te le mets. Voilà. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Madame la rectrice, chers collègues, chers étudiants, avant toute chose, permettez-moi de remercier très chaleureusement Frédéric Francy. Pendant 8 années, il a consacré sans compter son temps et son énergie au service de notre faculté. Avec son équipe, il a porté de nombreux projets, qu'il en soit ici profondément remercié au nom de toute notre communauté. À quelques heures de prendre mes nouvelles fonctions, je souhaite partager avec vous 2 réflexions qui me tiennent particulièrement à cœur. La première concerne la lente érosion de l'attrait pour les études de bio-ingénieur. C'est un paradoxe, car jamais notre société n'a autant eu besoin de celles et ceux qui sont capables de comprendre, d'analyser et d'agir sur les systèmes vivants pour nourrir la planète et préserver les conditions de vie des générations futures. Nous venons de franchir une 7e des 9 limites planétaires. Qui mieux que les bio-ingénieurs pour relever ces défis immenses? Redonner à ce diplôme ses lettres de noblesse est l'une de mes priorités. Nous devons raviver la fierté d'appartenir à cette profession et faire comprendre à la société l'importance stratégique de nos compétences. La deuxième réflexion touche à l'esprit même de l'université. J'observe, non sans inquiétude, un repli sur soi, un souffle d'égoïsme qui traverse la société dans ces temps chahutés, et ce, jusqu'au sein de notre institution. Comme si l'avenir pouvait se construire dans l'isolement. Or, je suis convaincue que l'avenir de l'enseignement et de la recherche universitaire repose sur la collaboration, l'entraide, le partage des connaissances, la pluridisciplinarité, voire l'interdisciplinarité. Notre force réside dans ce que nous savons construire ensemble. Notre deuxième défi sera donc de retisser un véritable esprit de communauté et d'unir nos forces pour répondre ensemble aux grands enjeux sociétaux. C'est à cette tâche essentielle que nous allons nous atteler avec mon équipe dans les 4 années à venir. Chers collègues, chers étudiants, l'heure est venue d'ouvrir un nouveau chapitre pour notre faculté. Il s'écrira avec vous, pour vous et surtout grâce à vous. Et pour terminer cette cérémonie, Madame la rectrice, je vais donc vous passer la parole.
Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis de la faculté Jean Blou Agrobiotech, chers amis de l'Université de Liège. C'est toujours avec un grand plaisir que je participe à cette cérémonie de rentrée académique de la faculté de Jean Blou. Rassurez-vous, je ne vais pas refaire le discours de la rentrée académique. J'ai trop peur d'être grondée à nouveau. Alors, parlons plutôt dans la lignée de mes collègues d'agronomie et de technique. Bon, évidemment, je ne suis pas experte. Mais ce matin, en fait, dans le soir, je lisais « La Belgique, estime l'agence européenne, avance trop lentement pour l'environnement. La biodiversité est en déclin dans les écosystèmes terrestres, d'eau douce et marins en Europe. » Donc, quand j'ai lu le titre, évidemment, de la conférence, je me dis, on est vraiment dans le sujet. La raison des modes de production et de consommation non durables, principalement dans le domaine alimentaire. Ainsi, écrit le journaliste, plus de 80% des habitats protégés sont dans un état médiocre, plus de 60% des espèces sont dans un état mauvais à très mauvais, 60 à 70% des sols sont dégradés en raison des pollutions, de l'artificialisation des sols et de la perturbation de sols naturels. Nous en avons eu la démonstration. Merci Aurore. L'agriculture et les techniques associées, mais aussi le mode de vie que nous adoptons jouent un rôle clé dans les enjeux, non pas de demain, comme on le dit, mais bien d'aujourd'hui. Sécurité alimentaire, gestion durable des ressources, innovation technologique. L'agence européenne s'interroge. Les citoyens sont-ils suffisamment conscients? On pourrait dire formés. L'institution a choisi depuis 2022 de mettre au cœur de son plan stratégique institutionnel la durabilité et les transitions environnementales et sociales. Au mois d'octobre, nous allons inaugurer officiellement le laboratoire des transitions avec l'octroi de 3 projets d'action concertée. La coopération ce laboratoire, il se veut évidemment ouvert. C'est un lieu d'échange, de dialogue entre les universités, la recherche, la société et le monde socio-économique. Mais cela se veut aussi un lieu d'échange, comme a signalé Madame la doyenne, un lieu d'échange entre les disciplines. Aujourd'hui, et on l'a bien vu, les disciplines doivent travailler ensemble face à ces nouveaux défis. Et lorsque j'entends que les sciences humaines et sociales risquent d'être exemptes de l'exonération du précompte chercheur, cela m'inquiète grandement. Toutes les innovations ont un fondement, peut-être historique, dans les sciences fondamentales. Et nous avons besoin de l'ensemble, évidemment, des sciences, de la coopération entre les sciences humaines et sociales, l'acceptation d'un changement de paradigme, d'un changement de mode de vie avec les sciences, je dis bien entre guillemets, qu'on qualifie plus fondamentales, qui sont pour moi tout à fait égales aux autres. Mais les sciences techniques, les sciences d'agronomie, les sciences de la santé, évidemment, et les sciences des ingénieurs. Nous ne pouvons pas accepter, je pense, cette distinction entre les sciences et ce fléchage du financement de la recherche vers seulement certains types de sciences. La réorganisation des cours que nous avons et des recherches que nous avons entamées doit se poursuivre, comme vous l'avez dit, pour favoriser ces coopérations entre ces disciplines. Et je pense que les étudiants, ce qui est important, ont envie de participer à cette rénovation des cursus et ont envie de faire valoir évidemment leurs propos. Et je me réjouis d'entendre que la faculté a choisi de créer cela avec l'ensemble de la communauté, professeurs, chercheurs et étudiants. La faculté de Jean Blou a depuis longtemps un rôle d'incubateur et d'innovation dans ce domaine et peut aider l'Université de Liège à renforcer sa position d'institution de référence dans ces domaines. Je profite évidemment de ce moment pour remercier chaleureusement le doyen sortant, Fred Francy, et ses équipes
pour leur engagement fort envers évidemment la faculté, mais aussi envers l'institution, l'Université de Liège. Je sais, il l'a dit, que les relations entre la faculté et l'institution n'ont pas toujours été simples, mais le constat est là, elles ont évolué, elles se sont apaisées. Et c'est en grande partie grâce aux équipes, à toi et à tes équipes. Et peut-être un petit peu quand même grâce à l'équipe rectorale. Une nouvelle page s'ouvre, évidemment, et mon équipe et moi-même, nous nous réjouissons de travailler ensemble, toujours dans cette voie de meilleure collaboration avec Madame la nouvelle doyenne Marie-Laure Fauconnier et son équipe, sa nouvelle équipe, Pierre Delaplace et Jérôme Blindel. Bonne rentrée à toutes et à tous. Merci. Messieurs les professeurs, les membres du personnel, étudiants, main sur le cœur, et levez-vous. Allons, amis, il faut plier bagages, laissez ici, professeurs et bouquins, la liberté, ce fut notre apanage, célébrons-la en de joyeux refrains, célébrons-la et que demain encore retentissent les refrains les plus doux et les plus doux, puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de Gembloux, puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de Gembloux. Oh, si je vais, vénérable Macrobite, tu ne connus toutes nos tribulations, tu fus exempt d'un tas d'appendicites, et c'est ma foi une consolation. T'as préféré garder tes avantages, du dieu Eros, t'as bravé le coup, et le coup, t'as fait le malin, t'as voulu rester sage, t'as pas connu les voluptés de Gembloux, t'as fait le malin, t'as voulu rester sage, t'as pas connu les voluptés de Gembloux. Permettez-moi de dire un mot concernant notre fabuleuse aventure Gembloux-Bière. Une idée qui a germé début des années 80 par un prof et quelques étudiants, la bière d'abbaye de Gembloux, produite par d'autres au fil des années. Et puis le rêve ultime, produire à Gembloux notre abbaye.
Et enfin, des énergies, des profs, des étudiants, des décideurs, des coopérateurs jean-bloutois qui s'associent pour faire sortir de terre cette magnifique brasserie. Ce beau bébé fait hélas ses premières maladies durant les crises inattendues que nous avons tous subies. Au bord du gouffre, mi-2024, une nouvelle dynamique relance la production, totalement arrêtée auparavant, relance la commercialisation dans le voisinage proche de Gembloux, mais bien plus loin, intègre les collaborateurs dans l'opérationnel, mais aussi, et c'est un aspect fondamental selon nous, remet les étudiants de notre faculté au centre du projet. Après une année 2025 de sursis auprès du tribunal de l'entreprise, nous sommes aujourd'hui à un moment crucial. Pour envisager un avenir cohérent et réaliste, notre plan nécessite un apport de 500 000 €. Le sablier va sonner très prochainement la fin, soit la fin de la récolte des fonds, soit, hélas, la fin de la production et donc du projet jean-bloutois. Nous avons besoin de l'implication de toutes et tous. Un exemple, vous le voyez là, notre brasseur Hugo, la Fréchope, qui utilise donc du houblon frais d'un alumni à Templou, est en cuve actuellement. Elle verra sa mise en bouteille à la mi-octobre. Je vous dis déjà, il faut que ce soit la fête, il le faut. J'aimerais ici remercier vivement, évidemment, tous ceux et celles, et j'en ai vu dans la salle, qui ont déjà contribué et qui nous ont déjà fait confiance. Pour ceux qui hésitent encore, n'attendez plus, demain il sera trop tard. Nous restons évidemment à votre disposition pour développer et vous donner toutes les modalités de participation, un site ou un QR code. Voilà, merci pour votre écoute. Je reprends dès lors ma casquette de maître de cérémonie. Pour vous demander, pour la sortie de l'auditoire, je suggère que les premiers rangs sortent évidemment en premier. Vous pourrez tous rejoindre rapidement la salle de réception, ne vous inquiétez pas. À noter que lors de cette réception, des légumes sont servis. Ils sont issus de la parcelle maraîchère Wasabi du campus jean-bloutois. Et que la bière qui est servie, évidemment, c'est de la Jean-Blou bière. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La réception à l'espace Sangor ici sera clôturée, comme d'habitude, à 22 h. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, la soirée ne sera pas finie pour autant. Comme le veut la tradition, l'incontournable bar de l'AG nous accueillera jusqu'à pas d'heure. Merci pour votre présence. Belle soirée jean-bloutoise.